Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau grand invité de l'économie RFI avec Jeune Afrique. Et cette fois, pour m'accompagner, c'est Quentin Veluet, chef adjoint du pôle économie de Jeune Afrique. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Bienvenue et nous avons le plaisir de recevoir le ministre du Plan et de la Coopération de Guinée. Bonjour Ismaël Nabé. Bonjour Bruno, bonjour Quentin, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté ce passage dans nos studios. Entre deux voyages, car au fond, c'est ça votre métier, parcourir le monde pour nouer des relations entre votre pays, ses atouts dont nous allons parler, et des partenaires sur tous les continents. Votre profil, votre parcours plaide pour vous, et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans le portrait qu'a préparé Quentin Veluet. Ismaël Nabé, il semble que créer du lien avec les autres a toujours été le moteur de vos ambitions. Vous êtes né en 1981 et vous avez effectué la première partie de votre scolarité en Guinée, notamment au sein du groupe scolaire Victor Hugo dans le quartier de Matoto à Conakry. Puis, à seulement 20 ans, vous vous envolez vers la Malaisie. Là-bas, à plus de 12 000 km de Conakry, vous construisez une nouvelle vie qui va durer 2 décennies. Vous obtenez en 2006 un bachelor puis un master dans les télécommunications à l'université de Malaya. Chaque étape de ce parcours est marquée par des engagements associatifs. Dès le lycée, au profit de vos camarades puis à l'université, dans plusieurs sociétés d'étudiants africains de Malaisie. Bref, créer des ponts vous a toujours guidé puisque vous avez cofondé en 2013 l'association des professionnels et entrepreneurs africains de Malaisie, la MAPE. Elle est destinée à développer les échanges entre les secteurs privés africains et malaisiens. Ismaël Nabé, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces échanges avec le recul, la connaissance de l'autre, des partenariats économiques aussi? En d'autres termes, est-ce que la Malaisie est un modèle de développement aujourd'hui pour un pays africain comme le vôtre, la Guinée? Merci beaucoup Bruno. La Malaisie, l'Asie du Sud-Est en général, c'est vraiment des pays modèles pour l'Afrique aujourd'hui. Parce que nous avons l'histoire, la plupart de ces pays ont leur indépendance en 1960. Le cas de la Malaisie, une année après l'indépendance de la Guinée en 1958, la Malaisie a eu en 1957. Donc, le 11 septembre, automatiquement, nous devrait aller aux États-Unis, mais on est parti à Malaisie. Aujourd'hui, on est parti dans une grande université internationale où vous retrouverez toutes les nationalités. Donc, c'était vraiment... Vous avez rencontré votre épouse, je crois même. Effectivement. Donc, elle qui venait de Tokyo pour venir étudier dans cette université internationale. Donc, c'était extrêmement important pour nous. Je le disais lors de l'un des forats, il y a un peu l'année, je dis que l'Afrique peut apprendre beaucoup de choses aux pays asiatiques. Le cas de la Malaisie, mes amis qui sont partis en Europe, aux États-Unis, tout le développement est déjà complet. Nous, on a eu la chance, on a eu le vécu. Un terrain à défricher. Exactement. Et aussi des Malaisiens intéressés par ce qui se passe en Afrique, par ce qui se passait et ce qui se passe en Afrique. Effectivement, vers 2000, vous savez, l'ancien premier ministre de Malaisie, Mahathir, et il était un peu partout en Afrique, avant qu'il ne cède le pouvoir en 2003. Donc, son ministre des Finances, c'est mon mentor que j'ai côtoyé, qui avait une banque un peu partout en Afrique. Donc, ils avaient un développement dirigé par l'Afrique, mais le cas de la Guinée, Mahathir Mohamed venait à Paris, c'était avec la France qui travaillait avec la Guinée. Le cas de Guinée Télécom, la Sotelgui, c'était une entreprise de télécommunications que les Malaisiens étaient, mais en collaboration avec la France. Donc, pour moi, c'était vraiment extrêmement important parce que toutes les gratte-ciels, quand vous voyez les buildings, les nouvelles cités créées en Malaisie, on a eu l'opportunité de vivre cela. Donc, on a vu le vécu. Donc, pour nous... Ça donne envie de reproduire. Je crois d'ailleurs que vous n'avez pas oublié cette époque-là, puisque vous êtes toujours actif dans cette fameuse association, la MAPE. Effectivement, c'était ça qu'on a dit. Vous savez, lorsqu'il y a eu changement à Kuala Lumpur, lorsque Mahathir a quitté, le prochain Premier ministre n'avait pas beaucoup plus d'appétit sur l'Afrique. Donc, il y avait un vide. C'est ainsi qu'on a déjà parlé avec le ministère du Commerce extérieur malaisien, l'ancien ministre Mustafa, on l'a proposé. Donc, comme il y a un vide, donc il faut créer cela qui peut aider les agences malaisiennes pour venir en Afrique. Donc, à l'époque, on demandait aux entreprises malaisiennes, on se mettait en groupe pour faire le tour de l'Afrique, pour vraiment les faire intéresser, que ce soit l'agriculture, que ce soit la nouvelle technologie. Donc,
c'était ça qui nous a vraiment animé de créer le MAPE, qui regroupait non seulement les Africains, mais aussi les Malaisiens qui sont intéressés à l'Afrique. On va revenir sur tous ces sujets, n'allez pas trop loin. Ouais. On avance dans votre parcours avec Quentin. Oui, vous parliez d'entrepreneuriat justement. Alors avant de vous frotter aux arcanes du pouvoir, vous avez eu une première vie justement dans le secteur privé en Malaisie, où vous avez été consultant en technologie, en e-santé, en e-gouvernement. Vous avez travaillé pendant près de 10 ans au sein de Marcus Evans, un groupe d'événementiel. Vous y avez créé notamment un institut de formation professionnelle au Moyen-Orient et en Afrique. Pour cela, Ismaël Nabé, vous avez beaucoup voyagé, Dubaï, Doha, l'Australie, le Japon, vous l'avez dit, le Maroc. Mais voici qu'en 2018, vous décidez de revenir dans votre pays, la Guinée, pour diriger l'entreprise Cetrabois. Une entreprise de BTP à milieu de votre univers. Pourquoi ce choix ? Effectivement, c'est le lieu. Vous savez, il y a un grand professeur qui disait que mon père, paix à son âme, a choisi la Malaisie. Pourquoi ses enfants? Lorsque moi j'étais allé, il y avait mon grand frère et ma soeur qui étaient. Et moi, j'ai suivi leur pas et tous mes frères et sœurs ont suivi notre pas pour la Malaisie. Donc, mon papa est décédé en 2018, ce qui m'a ramené en Guinée pour prendre le relais de l'entreprise familiale, qui est une entreprise de BTP. Donc, à l'époque, le papa a fait 8 mois avec moi à Kuala Lumpur. C'est là où il est décédé d'ailleurs. Donc, on a ramené son corps au pays et après, donc, il fallait prendre l'entreprise parce qu'il y avait des contrats qui étaient en cours de BTP de construction. De ce qui m'a lancé de cela. Donc, on a continué les travaux qui étaient en cours au temps du vieux, parce que c'était un contrat que lui-même a signé. Donc, Dieu merci, on a exécuté ces travaux-là. Donc, c'est ce qui nous a ramené au BTP. Pour tous, e-commerce. Et moi, j'avais une ambition pour me dire, tout ce qui se passe en Malaisie, je m'étais dit, on peut le faire en Guinée. Une mini parenthèse, on comprend que vous êtes un grand voyageur, que vous passez beaucoup de temps dans les avions. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez le goût pour cela ou est-ce que c'est plutôt une contrainte selon vous? Vous avez encore le goût de la découverte d'un pays quand vous débarquez quelque part? Non, découverte, comme vous le savez, dans le temps que j'étais à Kuala Lumpur, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Parce que j'étais avec l'ancien ministre des Finances, donc on voyageait beaucoup. Donc j'ai vu le monde. Donc souvent quand je voyage actuellement à mon poste actuel au gouvernement, maximum c'est 3 jours dans un pays. Pour moi, j'aime bien, quand tu es fonctionnaire, j'aime bien le mot, les Anglais, ils disent public servant. Pour nous, on est serviteur du peuple. Le fait que je peux me lever pour aller chercher du financement, des partenariats pour la Guinée, pour donner de l'eau, de l'électricité, de la santé, c'est ce qui motive. Les gens me posent la question, quelle est l'énergie? Ma motivation, c'est de servir le peuple de Guinée. C'est de changer la vie des Guinéens. Eh bien justement, ça s'est transformé, cette volonté, dans la vie politique guinéenne. Oui, peu à peu, vous vous rapprochez des cercles de pouvoir. Pour cela, vous aviez très tôt préparé le terrain, puisque dès 2012, dans le cadre de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, vous aviez été choisi par le ministère de tutelle pour être son point focal en Malaisie. La carrière politique d'Ismaël Nabé au sens propre, Quentin. Oui, c'est en 2020 que vous devenez donc officiellement le conseiller du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, en charge des partenariats publics-privés, des investissements et des partenariats donc avec l'Asie. Une mission écourtée par le coup d'État du 5 septembre 2021. Mamadi Doumbouya renverse alors Alpha Condé. Mais surprise, lors de la constitution d'une nouvelle administration de transition sous la présidence de M. Doumbouya, vous poursuivez votre mission au sein du cabinet du Premier ministre et conseiller Mohamed Beavogui ainsi que ses successeurs. Et ce, jusqu'en 2024, lorsque vous êtes finalement nommé ministre du Plan et de la Coopération internationale, un poste stratégique pour le développement de votre pays, qui vous expose davantage médiatiquement, mais qui vous fait aussi rencontrer de nombreux dirigeants du globe. Une carrière politique donc, mais qui ne semble pas partisane, puisque vous avez servi tant sous Alpha Condé que sous l'administration actuelle. Ismaël Nabé, le VRP de l'économie guinéenne, le ministre globetrotter, est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, une émission à découvrir en vidéo sur nos chaînes YouTube, les meilleurs passages à lire dans les colonnes de jeuneafrique.com. Ismaël Nabé, nous allons commencer par
le grand projet guinéen du moment et qui concerne le monde entier. Quand on connaît l'importance des ressources minières, le projet Simandou 2040, gigantesque minerai de fer dans le sud-est de la Guinée. C'est le plus grand gisement d'Afrique de l'Ouest. Des nouvelles d'abord de l'avancement de ce projet. Où en est-on de la date de début effectif de la construction de la mine et puis aussi des infrastructures autour, la logistique? Merci beaucoup. C'est un projet intégrateur. Ça fait plus de 40 ans on parle de projet Simandou. Donc, vous le savez, tout le monde le connaît, on parle de Simandou. C'est grâce à ce chef de l'État que ce rêve devient désormais une réalité. Ce projet, il y a 3 composantes. Le premier, c'est la construction d'un chemin de fer de 650 km de la mine au Simandou au port de Morbaya. Il y a aussi la construction de ce port qu'on appelle port Morbaya. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la construction du port et du chemin de fer ont vraiment bien avancé. Nous sommes au-delà de plus de 30% aujourd'hui. Ça a pris du retard, mais... Avec le chef de l'État, il y avait une vision très claire. Vous le savez très bien, on ne parlait pas, les gens prenaient les licences et puis rien ne se faisait. Donc, il a dit, il faut on met ça derrière. Mais aujourd'hui, on est vraiment confiant qu'on est aujourd'hui au chemin non-retour parce que le projet a complètement démarré par rapport aux infrastructures. Nous espérons que fin 2025, donc, le premier train va siffler en Guinée et en même temps, les mines vont être développées. Et la vraie exploitation, le vrai début de l'exploitation de la mine sera en 2026-2027. Donc, il faut vraiment que les infrastructures soient en place aujourd'hui. Je profite de l'occasion même pour vous inviter à Conakry parce que le tunnel qui est créé pour faire le chemin de fer, c'est l'un des plus grands tunnels aujourd'hui en Afrique. Donc, il y a un travail qui est vraiment en cours aujourd'hui. Et en faisant le chemin de fer, nous comptons aussi développer qu'on appelle les autoroutes à péage, et le grand corridor lié du sud au nord. Donc, aujourd'hui, les 3 piliers, les 3 éléments du projet Simandou, c'est les mines, le chemin de fer, mais aussi le port en eau profonde. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes au-delà même de 30%. Je n'ai pas les derniers détails, mais aujourd'hui, ça avance à grands pas. Des travaux pharaoniques, je mets des guillemets, qui nécessitent forcément un financement très important. Oui, est-ce que vous en êtes, est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé tous les financements? Je crois que vous cherchiez à peu près 20 milliards de dollars. Est-ce que vous continuez à aller chercher partout dans le monde des partenaires? Non, l'unicité de ce projet, c'est un projet PPP. C'est un projet PPP, on ne parle pas parce que quand j'aime appeler ce projet, c'est un projet des Nations Unies. Parce que le chef de l'État, vous le savez, il y avait 4 blocs. Il y avait le Rio Tinto avait d'autres blocs, les Chinois avaient d'autres blocs, mais il a mis tout le monde ensemble pour que ce soit un projet intégrateur. Aujourd'hui, nous avons Rio Tinto qui est anglo-australien. Nous avons les Chinois Chalco, Bao, le premier, le plus grand compagnie d'acier au monde. Nous avons Aegis, qui est une compagnie française qui est dans le projet. Nous avons Wabtec, c'est une entreprise américaine qui donne les wagons. Nous avons aussi les Singapouriens. Donc, c'est un projet que toutes les nations viennent. Donc, par rapport à eux, ils ont même le financement, c'est pas un problème. C'est un projet PPP. Ils ont levé leur propre financement pour faire ce projet une réalité. C'est pas un problème. Il a quand même fallu faire appel à des établissements financiers. Exactement, c'est ce que je dis par rapport à ça. Donc, c'est un projet PPP. Et notamment, vous avez un gros point d'appui côté chinois avec Exim Bank et d'autres banques privées, je crois. Est-ce que c'est les principaux financeurs de ce projet? Effectivement, vous savez, le Exim Bank accompagne les entreprises chinoises. Il y a d'autres banques qui accompagnent les entreprises britanniques, comme Rio Tinto, qui est une entreprise australienne. Donc, vous le savez, aujourd'hui, quand le closing a été... ces grandes boîtes, c'est des boîtes qui sont cotées sur les marchés internationaux, qui ont levé des capitaux pour la construction même de ce projet. Ce qui est extrêmement... Donc, en un temps au record, les Chinois ont levé 1,3 milliards de dollars sur le marché. Il y a aussi Rio Tinto qui a levé des fonds sur le marché international. Ce qui fait que désormais, la Guinée veut se positionner, pas seulement le projet, on se met au-delà du projet. Ce que le chef de l'État a une vision pour faire un programme
vous me voyez un peu, je parle un peu partout dans le monde pour parler du programme Simandou 2040, qui est différent du projet. Parce que aujourd'hui, si nous avons les mines, les entreprises qui sont venues faire les travaux en Guinée peuvent aller sur le marché international pour lever des capitaux, nous, en tant que Guinéens, notre économie, nous devons structurer notre économie, notre écosystème, que nous-mêmes, on parte sur le marché international pour lever des capitaux. Alors, avec pas mal d'aspects juridiques dans ce projet, quid de la transparence des contrats? On sait que c'est une grande attente du FMI, par exemple, qui demande des informations très claires sur le régime fiscal du projet, si on prend un exemple. Comme vous le savez, je disais tantôt, quand on parle du projet Simandou, les gens pensaient que on était à faire avec des Chinois. Donc, nous avons des Occidentaux. Même ISIS, qui est une entreprise française, qui a contribué vraiment, GSA, qui est une entreprise française, qui ont vraiment accompagné la Guinée pour les négociations de ce grand projet. Donc, on est vraiment transparent, les régimes fiscaux, tout est disponible dans notre écosystème. Donc, pour ça, ce qui nous ramène, je viens de Washington, nous avons eu des discussions constructives et nous avons un partenariat donc ça privilégié. vous oblige régulièrement à publier des données, à donner des informations sur l'avancement des contrats. Effectivement, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez... et à les publier aussi pour qu'ils soient disponibles. Non, mais vous savez, il y a des clauses contractuelles qui lient la Guinée à ces grandes entreprises. C'est les grandes boîtes. Rio Tinto, ils ont tellement d'avocats, en ce qui concerne cela. Donc, il y a des clauses contractuelles qui lient l'État guinéen à ces entreprises. Donc, nous sommes derrière ces aspects juridiques. Si c'est possible, on consulte nos avocats et on livre des informations. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas 2 ou 3 personnes qui sont assises pour faire ces contrats. Ce sont des contrats, les grands cabinets, comme je l'ai dit tantôt, GSA, qui est une grosse boîte française, qui a déjà accompagné la Guinée pour la structuration de ce projet. Nous, aujourd'hui, ce qui est extrêmement important de retenir, que le projet Simandou, c'est un projet, d'ailleurs, vous l'avez si bien dit, c'est un projet, un grand projet de l'Afrique de l'Ouest, pas seulement de l'Afrique, mais c'est un projet qui va transformer la métallurgie dans le monde entier. Parce que le projet Simandou, les négociations sont basées sur faire un projet durable. D'abord, notre objectif, c'est vraiment, tellement c'est durable, on veut utiliser pour lever des crédits carbone. Ça, c'est l'objectif principal de ce projet. En ce qui concerne le projet, ça, c'est un aspect que je viens de vous expliquer. Le deuxième aspect, c'est le programme Simandou 2040. Pour transformer l'économie guinéenne, comme je l'ai dit en l'entame, que la Guinée veut utiliser Simandou pour transformer notre économie, notre vie, comme l'a fait le Golfe pour transformer, comme Dubaï, l'Arabie Saoudite a utilisé le pétrole pour transformer. C'est qu'il faut transformer localement. Exactement. J'en viens sur ça, pour transformer localement. L'objectif principal, pourquoi Bao? Bao, c'est l'acierie. L'objectif que Bao est venu, même Rio Tinto a encouragé la rentrée de Bao, parce que même si vous prenez des minéraux, on va vendre ça à Bao. Bao vient dans l'écosystème, on va transformer. Il y a une usine de métallurgie qui va être mise en place pour faire la transformation. Donc il y aura de la transformation de fer en Guinée. En Guinée, c'est ça. Vous savez à quel là, c'est l'étape. Avant de venir même au fer de Simandou, vous savez, l'arrivée du président, il y a plus de une dizaine d'entreprises qui font la bauxite. Mais ils prennent la bauxite pour partir dans d'autres pays pour la transformer. Le chef de l'État est très clair. Il y a eu un mandat de toutes les entreprises pour faire la transformation localement. Ils peuvent même, aujourd'hui, à l'état actuel, il y a 3-4 entreprises qui se mettent ensemble pour faire la raffinerie. Ils ont parlé de l'énergie. Ce problème est en train de être résolu aujourd'hui. Ça, c'est la raffinerie de Bokeh. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Il y a d'autres entreprises. Il y a Bokeh, il y a les Chinois qui viennent ensemble. Il y a même les Émiratis, GAG, Global Amuna. Il y a toutes ces entreprises. C'était dans leur contrat, d'ailleurs, c'était écrit de faire la raffinerie. Aujourd'hui, on est vraiment en chantier, on les suit, on est en train de négocier avec lui. N'oubliez pas, lorsque le chef de l'État est venu au pouvoir, il a dit que la Guinée va respecter tous les agréments, toutes les conventions internationales. Et pour cela, nous voulons désormais voir les conventions, qu'est-ce qui est bon pour la Guinée. Et nous sommes vraiment contents de vous dire aujourd'hui que nos partenaires sont partants parce qu'ils sont en train vraiment d'élaborer pour avoir un calendrier objectif pour faire ces raffineries. Je reviens sur Simandou, très rapidement sur le programme Simandou. Pour transformer notre économie, il y a 5 piliers que le programme Simandou compose. Alors, je voudrais, avant que vous puissiez développer, que l'on écoute justement le président de la transition, Mamadi Doumbouya, qui s'exprimait
sur place en mars 2023 au sujet des bénéfices économiques attendus pour l'ensemble de l'économie guinéenne. Très bien. Mon ambition est que le projet Simandou serve de véritable catalyseur du développement économique de notre pays et devienne un modèle de gouvernance vertueuse pour faire de la Guinée un acteur majeur du marché mondial du minerai de fer. Un catalyseur pour l'économie, Ismaël Nabé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot concrètement pour les Guinéens? Excellent. C'est ça sa vision. Ce qui nous ramène aujourd'hui à mettre en place un programme Simandou 2040. Cette vision très claire. Vous prenez aujourd'hui l'Arabie Saoudite, vous prenez l'exemple de Dubaï et Abu Dhabi. C'est la vision. Qu'est-ce qui a changé dans ces pays? C'est la vision. Donc le chef de l'État, on est en train d'élaborer un programme Simandou qui est 5 piliers. Le premier pilier, c'est agro-industrie, l'agriculture et le commerce. Désormais, quand on vous demande en Guinée, la Guinée c'est un pays agricole, on a à peu près 13 millions d'hectares d'Arabes, mais ce n'est pas aménagé. L'objectif principal, d'ici 2040, vous savez, on a eu des programmes, on a eu des plans. On a eu le PNDS 5 ans, nous avons le PRI. Désormais, nous allons avoir un programme pour 15 ans. Un programme, comme l'a dit le chef de l'État, qui va résister au temps et aux hommes. Pourquoi ça va résister? Que ce soit lui ou d'autres personnes qui viendront, il faut que ce programme-là bénéficie à la Guinée. Pour le commerce, on veut développer Mamou. Je ne sais pas si vous connaissez la Guinée, c'est une ville carrefour. On veut transformer cela comme une ville de libre-échange. Vous venez à Conakry, vous pouvez partir à Mamou pour créer effectivement votre entreprise. Le deuxième pilier, c'est l'éducation et la culture. L'éducation, c'est extrêmement important. On peut avoir tous ces minéraux, s'il n'y a pas d'éducation, ça n'a pas de sens. Ce qui fait d'ailleurs que 20% des revenus sur les infrastructures sur Simandou seront dédiés pour faire envoyer des jeunes talents pour les études dans les MIT, dans les grandes écoles. Et 5% de la raffinerie de minerais va être pour vraiment développer l'éducation dans tous les sens. C'est là où, dans cette éducation, on veut créer Simandou Academy pour vraiment former des jeunes Guinéens. Ok, promesse sur l'éducation. Pilier suivant, monsieur le ministre. Pilier suivant, c'est l'infrastructure, le transport et la technologie. On va en parler dans quelques minutes. Le quatrième pilier, c'est l'économie, les finances et l'assurance. Le cinquième pilier, c'est la santé et le bien-être. L'objectif principal, je fais un clin d'œil sur l'infrastructure. Nous voulons développer 10 000 km de bitume d'ici 2040. Nous voulons développer 5 ports en eau profonde. Pour cela, il faut faire des études de faisabilité. Le chef de l'État a mandaté la CGP, qui est l'administration générale de grands projets, pour faire les études. Vous avez vu les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous devons désormais avoir un programme qui va résister au temps et aux hommes, mais aussi un programme qui sera adossé aux projets concrets. Nous voulons faire des projets qui vont transformer complètement l'écosystème de notre économie. Le ruissellement vers l'économie guinéenne, Quentin. Oui, le monde est en contexte d'inflation, même si elle commence à reculer quelque peu. Est-ce que le secteur minier peut servir à combattre la vie chère en Guinée ? Évidemment, vous savez, la Guinée, le chef de l'État aussi, c'est l'un des piliers, l'un des chantiers, le contenu local. Le contenu local, c'est extrêmement important, qui est voté, qui est ratifié. Aujourd'hui, vous savez, même si on donne des tasks par rapport aux entreprises au niveau de la construction, mais les entreprises guinéennes ont des contrats avec Rio Tinto, avec Chalco, plus de 20 millions de dollars. C'est jamais fait. Aujourd'hui, des entreprises guinéennes qui font des travaux, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi, mais aussi ça crée de nouveaux champions guinéens. C'est vrai qu'on parle de les générations futures, mais nous pensons de ça aujourd'hui. Vous savez, dans le contexte actuel, la Guinée est notre corps minier est l'un des meilleurs corps miniers de la région. Parce que ça soit actuellement ou avant, on a vraiment utilisé pour que le peuple qui vient dans l'équation. Mais est-ce qu'il faut utiliser les revenus de l'extraction minière pour subventionner certains produits? On pense au carburant, qui est une vraie préoccupation, et pas qu'en Guinée d'ailleurs. Je vous dis, vous savez, nous en Guinée, on a une chance parce que ce gouvernement dirigé par le chef de l'État, la Guinée, on est vraiment aujourd'hui avec le FMI, vous savez, notre croissance est projetée de 6,1% sans Simandou. Inflation a baissé,
nous sommes au niveau. Donc, pour vous dire aujourd'hui... Mais sur ces préoccupations liées à la vie chère, non, la préoccupation... les carburants, les produits de première nécessité. Évidemment, ça, on est en train de... On a eu un accident, comme vous le savez. On a même sous-estimé cet accident parce que ça a eu beaucoup d'effets sur notre économie. Vous parlez de l'explosion du dépôt de carburant qui nous avions plus de 300, 400 et quelques millions de dollars. On va en parler aussi Mais dans quelques minutes. effectivement, nous voulons utiliser, pas seulement prendre les revenus miniers pour faire pour combler les déficits et autres. Nous devons utiliser d'autres. Le tourisme, c'est un élément important aujourd'hui que la Guinée se fera des recettes. L'agriculture, c'est extrêmement important que nous utilisons pour vraiment rehausser notre recette. C'est vrai que mine, c'est important. Mais en même temps, nous profitons pour faire des autres filières de l'économie, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, qu'on appelle l'économie bleue, qui rentre aussi dans ce cadre-là. Il y a une vraie impatience chez les Guinéens, une vraie inquiétude. On sait qu'il y a eu un mouvement de grève il y a quelques mois, dont l'un des mots d'ordre, c'était pas le seul mot d'ordre, mais l'un des mots d'ordre était justement lié au prix des denrées alimentaires. Comment vous faites pour répondre là directement à cette impatience quand vous voyez une ville morte comme Conakry il y a quelques mois? Non, mais oui, vous savez, il y a quelques mois, le Guinéen aujourd'hui est conscient de quelque chose. Le Guinéen sait que le chef de l'État a une vision. Toute la jeunesse s'adhère par rapport à cela. C'est à un moment où on a eu, par rapport au niveau de l'électricité, la plupart, c'était pas... les gens sortaient à la rue par rapport... Ils parlaient de desserte par rapport à l'électricité. Parce que ça s'explique aussi. Vous savez, le grand barrage qu'on a investi, que ce soit Swapiti qu'à l'État, en saison chaise, le niveau d'eau a baissé dû au changement climatique. La Guinée, on n'a même pas de raffinerie. Mais les pollueurs ont eu un impact négatif sur nos barrages. L'eau a baissé. Ce qui a fait que quand l'eau a baissé, automatiquement, la production de l'énergie a baissé. Ce qui faisait qu'il y avait un certain nombre de délestages d'électricité. Aujourd'hui, le chef de l'État a pris une décision souveraine pour faire appel à un bateau. Aujourd'hui, l'électricité est stabilisée. Et d'ailleurs, ce qui nous ramène nous-mêmes à dire aujourd'hui, tout projet qu'on va faire, il faut prendre soin de l'environnement. Les questions énergétiques. Justement, vous parliez du bateau, le fameux bateau flottant, l'usine flottante de Car Powership, pour ne pas le nommer. Un temps boudé par votre président, il a fini par rappeler cette entreprise un peu comme une solution d'urgence. Est-ce que aujourd'hui, cette solution suffit-elle à compenser les coupures d'électricité dans le pays? Est-ce que cette mesure d'urgence, ça va devenir pérenne? Non, mais ça c'est une mesure temporaire. Donc l'objectif, c'est de développer le solaire, une énergie mixte. Nous anticipons, quand vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats, beaucoup d'entreprises ont commencé à faire l'installation des fermes solaires. Nous espérons que l'année prochaine, notre objectif, c'est d'avoir à peu près 300 à 400 mégawatts par rapport au solaire. La Guinée, nous avons l'hydraulique, nous avons aussi le solaire. Ça, c'était une mesure temporaire, ce n'est pas seulement la Guinée. Quand vous parlez du bateau, beaucoup de pays de la région, que ça, nos voisins, tous ont ce bateau-là. C'était, comme je dis, c'était un problème climatique qui a vraiment qui nous a impacté par rapport à cela. Et avec notre visite, nous sommes en train de développer Swapiti, Kaleta, mais aussi même Amaria. Mais ce n'est pas seulement la production de l'énergie, mais la transmission de l'énergie. Ce qui fait d'ailleurs les entreprises françaises qui sont intéressées pour la transmission. Parce que quand vous produisez, s'il n'y a pas... Aujourd'hui, on perd beaucoup d'énergie par rapport à la transmission. Parce que la transmission, les lignes de transmission sont vétustes, on perd beaucoup d'énergie. L'objectif désormais, c'est de voir les lignes de transmission qui peuvent vraiment nous aider pour faire évacuer l'énergie dans les centres, dans les zones minières, mais aussi dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, avec l'eau, la saison pluvieuse, tous ces barrages-là sont remplis. L'objectif, c'est de vraiment maintenir ce cap et aussi développer l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous sommes vraiment enchantés qu'il y a beaucoup d'entreprises, incluant d'ailleurs les entreprises anglaises et européennes d'ailleurs, qui sont à nos portes pour développer l'énergie solaire pour compenser ce manque d'énergie. Puisqu'on parle d'énergie, l'Afrique et bien d'autres pays dans le monde ont encore besoin des hydrocarbures. On va revenir sur la catastrophe que vous évoquiez, la catastrophe de décembre 2023. Oui, l'explosion d'un dépôt de carburant à Conakry. Les dégâts sont chiffrés à 400 millions de dollars. Où en sont les réparations aujourd'hui et comment les financez-vous ?
Oui, c'est vrai que c'était vraiment catastrophique. C'est le lieu de présenter les condoléances aux familles pleurées. Et Dieu a fait qu'on a eu la chance. Ça s'est passé la nuit. C'est au centre de la ville. Aujourd'hui, c'est vrai que le diagnostic est déjà fait. Nous espérons qu'en 18 jusqu'à 22 mois, on peut construire un nouveau dépôt qui est loin, qui est vers Morbaya. Donc ça va être déplacé, donc il faut faire des études. Donc SONAP qui s'occupe de ça, il y a un nouveau directeur qui est en train vraiment de faire les études de faisabilité et voir des partenaires en faisant en mode PPP pour qu'on puisse construire vraiment les dépôts qui est un peu loin de Conakry pour le faire vers Morbaya, vers Forcaria, c'est ça l'objectif. C'est vrai qu'on a sous-estimé d'ailleurs le dégât parce que ça a eu un dégât, même le transport des denrées du sud en Guinée, ça a été vraiment une catastrophe. La Guinée a été vraiment touchée dans notre cœur. Donc, évidemment, nous sommes en train de travailler. Nous espérons que d'ici la fin, dans les mois, les semaines à venir, nous aurons un partenaire sérieux qui va travailler avec la Guinée pour un modèle PPP, pour vraiment faire un nouveau dépôt, que ce soit un dépôt dans Morbaya, mais aussi un deuxième dépôt, pour ne pas que ce soit... Au-delà des dépôts, il y a, je crois, des habitations. Il y a eu plus de 800 bâtiments détruits. Est-ce que... Oui, nous avons un planning. Vous savez, c'était pas loin de la cité, une cité là où il y avait beaucoup de bureaux. Nous sommes vraiment en négociation, en discussion, soit avec le gouvernement, mais aussi il y a des partenaires sérieux qui sont là pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut reconstruire. C'est quelque chose qu'on est en train vraiment de travailler là-dessus. On a eu même la Banque mondiale, nos partenaires sont même venus nous aider dans ce cadre-là pour vraiment aider les gens qui ont été impactés de ce dépôt, l'explosion de ce dépôt. Alors ça, c'était un événement malheureux et imprévu. Parmi les autres projets phares de la transition guinéenne, il y a le RGPH 4, le recensement général de la population et de l'habitation. À quoi est-ce que cela va servir d'un point de vue économique? C'est pour mieux flécher des investissements dans telle ou telle zone? Excellent, mais ça c'est une très bonne question. J'ai l'honneur que RGPH 4 relève de mon ministère, en tant que ministère du Plan, mais aussi l'Institut national des statistiques. C'est l'un des piliers, l'un des premiers points de la transition. Aujourd'hui, je peux vraiment vous confirmer, nous sommes à peu près 90% de qu'on appelle la cartographie censitaire. Aujourd'hui, j'étais moi-même à l'intérieur du pays, au sud du pays, à Zérékoré, à Massanta et à Béla pour voir, ça avance très bien. Ce recensement, c'est un recensement qui va vraiment guider notre développement. Vous le savez très bien, quand on parle de planification, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas de planification. S'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de développement. J'aime le dire, quand il n'y a pas de planification, c'est comme un chauffeur, une voiture qui roule, il n'y a pas à la nuit, mais il n'y a pas de feu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce recensement, qui on espère avant la fin de cette année, notre projection, c'est de le finir vers le mois de février. Donc on aura les données. Il y a des villes qui étaient des districts. Aujourd'hui, par rapport au nombre de population, ils sont devenus des villes aujourd'hui. Ça va nous aider de planifier combien d'écoles on va construire, combien de routes, combien d'eau, combien d'électricité, combien d'hôpitaux. Donc c'est vraiment un élément catalyseur qui va vraiment nous guider dans le développement socio-économique de notre pays. Alors justement, puisque vous parlez des infrastructures, la Guinée a un indice de développement humain assez faible par rapport aux autres pays du monde. Il y a un besoin de développer des infrastructures. Quelles sont, selon vous, les priorités les plus urgentes en la matière? Est-ce que vous avez parlé des routes tout à l'heure? Est-ce que l'extension du port de Conakry pour connecter la Guinée avec le reste du monde, c'est une priorité? Oui, évidemment, c'est une priorité. Vous savez, les 3 dernières années, le chef de l'État a fait à peu près plus de 1000 km de routes. Donc ça, c'est un acquis qui est là. Aujourd'hui, quand on parle, je disais tantôt, le programme a commencé lorsque la refondation a commencé. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire la cité administrative de Koloma, qui a vraiment avancé avec un financement de UKEF, avec Deutsche Bank et Standard Chartered qui financent ce projet-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire les 4 hôpitaux régionaux. C'est d'ailleurs une entreprise française, Euphase, qui est financée par BPI France et le Trésor français. Aujourd'hui, le port, comme vous l'avez si bien dit, de Conakry, c'est en pleine expansion, en plein essor. Nous sommes en train de finaliser avec le port minier qu'on appelle Morbaya, un grand port en eau profonde. Aujourd'hui, nous projetons pour faire d'autres ports. Il y a beaucoup, c'est pas seulement
port de Conakry ou de Morbaya, il y a le port de Gonzalez, il y a le port Benti. Nous ramène aujourd'hui, ce que je disais tantôt, désormais tout programme, tout projet qu'on va le faire, on va faire des études, des vraies études de faisabilité qui peut nous permettre, de savoir est-ce qu'on peut le faire en mode PPP, BOT, ou deux, on va aller en équité, parce que lorsqu'on a un fonds souverain, on peut aller sur le marché, les privés vont venir travailler avec nous, avec l'équité de la Guinée. Donc, on est vraiment clair de quel projet, quel type de projet et comment le financer. De ce qui va vraiment transformer la Guinée. L'infrastructure, c'est une priorité, que ce soit les routes, le port. Et d'ailleurs, nous sommes en train de faire l'extension de notre aéroport Ahmed Sékou Touré, qui vraiment est une fierté de la Guinée. Mais aussi les aérodromes régionaux de toutes les régions administratives, que ce soit Labé, que ce soit Kankan, que ce soit Farana, que ce soit Nzerekore, ce sont des projets qui sont en cours en termes d'infrastructure. Puisque vous parlez des investissements, une question avec Quentin Voluet sur le contexte politique en Guinée. Oui, vous disiez les hommes changent, les projets restent. Je me demandais, est-ce que quand vous êtes en voyage, est-ce que vos interlocuteurs par moment vous reprochent l'instabilité politique de la Guinée ? Oui, mais non. La Guinée, c'est un pays stable. La Guinée, l'instabilité, je crois que c'est dans l'esprit des gens. Pour nous, les 3 dernières années, je vous donne quelques exemples. Je disais à un leader français, ce que les entreprises, le secteur privé, parce que le président, le chef de l'État, il veut vraiment faire la promotion du secteur privé. Je vous dis que ce que les entreprises françaises, les contrats qu'ils ont signés, qui sont en exécution en Guinée les 3 dernières années, ils ne l'ont pas eu pendant 15 ans en Guinée. Ça veut dire qu'ils ont confiance. Et c'était des financements privés. Mais le report, par exemple, de la fin de la transition, j'en viens est-ce que sur c'est ça. de l'instabilité ? Non, ça, c'est le premier cas, le cas des entreprises françaises. Aujourd'hui, nous avons en privé, en projet public, nous avons plus de 6 projets publics. Aujourd'hui, avec les entreprises françaises, que ce soit la construction des hôpitaux régionaux avec EFAS, que ce soit TNT avec Thomson Broadcast, qui est déjà ratifié la semaine dernière par le CNT, que ce soit la construction des ponts métalliques avec Matière, que ce soit le cadastre numérisé avec Indielfi. Tout ça, là, ça, c'est des projets qui ont été faits les 3 dernières années. Mais aussi, il y en a plus de 10 projets privés qui sont financés par les banques françaises. Ça vous montre la stabilité. Ça, c'est le cas de la France. L'Angleterre, notre cité administrative aujourd'hui, est financée par UKEF avec Deutsche Bank et Standard Chartered. Les gens ont confiance. Ils ont vu que le gouvernement actuel, le chef de l'État actuel, est vraiment sérieux par rapport au développement du pays. De cette stabilité, on a le crédit risque de la Guinée aujourd'hui, ça s'est amélioré par rapport à un moment donné. Vous venez par rapport aux élections au référendum. J'en viens par rapport à cela. Le chef d'État est très clair. Nous sommes en train, vous savez très bien, même le président du CNT était en France il n'y a pas longtemps. Donc on appelle l'avant-projet détaillé du référendum. Ils sont en train de faire la vulgarisation pour que les Guinéens qui sont à l'intérieur et les Guinéens qui sont à l'extérieur s'approprient de cela. Donc, on a une trajectoire qu'on est en train vraiment de travailler pour que le référendum se fasse le plus rapidement que possible et après les élections vont suivre. Donc, on a une vision, comme je l'ai dit tantôt, on est vraiment clair, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment, on est avec tout le monde. Le chef de l'État, on est avec tout, on est clair, on explique. Quand on rencontre nos partenaires, moi, je suis vraiment heureux aujourd'hui. On entend quand même parfois des critiques sur la gouvernance de ce pays, parfois même sur les droits de l'homme. Est-ce que la réussite économique, c'est finalement le remède pour contrer ces arguments? Vous savez, vous avez commencé votre question à me parler de l'Asie du Sud-Est. Donc, vous le savez très bien, quand vous prenez ces pays-là, aujourd'hui, moi je disais souvent aux gens, le problème africain, le problème guinéen n'est pas un problème politique, c'est un problème économique. Si on crée de l'économie, les gens ont du boulot. Un jeune qui se lève à 6 heures du matin pour aller au travail, il se retrouve à 19 heures, il va se coucher, il ne va pas aller jeter les cailloux. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour vraiment transformer l'économie. Notre problème, c'est économique. On prend l'exemple de beaucoup de pays, que ce soit Singapour, Malaisie, Vietnam et autres. C'est extrêmement important qu'aujourd'hui, il y a la stabilité dans notre pays. Quand il y a stabilité, les investisseurs vont venir, les partenaires vont venir, ils vont investir. Quand ils viennent, ils vont développer, ils vont créer du job. Aujourd'hui, il y aura toujours des critiques. Il y aura des critiques, mais on est preneurs. On veut transformer ce pays.
Le chef de l'État veut transformer le pays. On va tous ensemble, que ça soit... Vous le savez, le moteur de cette transition, c'est trois piliers. Le premier, c'est le social. Le deuxième, c'est l'économie. Et le troisième, c'est politique. Mais repousser les élections sans donner de calendrier, ça, c'est pas un signal non, repousser quelqu'un... Nous sommes en phase avec la CEDEAO. On a eu un accord. Vous savez, souvent, quand les gens me posent la question politique, je réponds pas souvent parce que je dis moi, mon focus, c'est l'économie, le développement du pays. Transformer la vie. Mais j'accepte mais je dis, on a eu un accord dynamique avec la CEDEAO. La Guinée aujourd'hui, avec la CEDEAO, les 3 derniers mois, ils ont fait plus de 4 événements de la CEDEAO en Guinée. Nous sommes en phase avec eux, on communique avec eux, ils savent ce qu'on fait. Et on a avec la francophonie. D'ailleurs, c'est le lieu de faire. Donc, pour vous dire tous ces éléments-là, la Guinée, si vous avez sur ce plan, je vous explique tout cela, c'est extrêmement important. La Guinée a été un bon. Parce que c'est une évaluation. La Guinée n'a pas été admise comme ça à la francophonie ou à la CEDEAO parce que la Guinée est dans le monde. Mais la Guinée dans le monde, on va en parler justement dans les prochaines minutes avec Ismaël Nabé, le ministre du Plan et de la Coopération de Guinée, qui est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Ismaël Nabé, vous étiez à Washington, où se tenaient les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ouais. Les dernières perspectives mondiales du FMI sont assez pessimistes pour la croissance. Pour les 5 prochaines années, on parle de 3,1%. C'est moins qu'avant la période du Covid. Certains observateurs disent même qu'on assiste peut-être à la fin d'une croissance mondiale, d'une convergence entre pays pauvres et pays riches. Est-ce que, pour le cas guinéen de votre pays, est-ce que vous êtes bien plus optimiste que pour les autres pays du monde et de la région? Oui, nous, on est vraiment optimiste et modéré. Parce que le FMI était en Guinée 10 jours avant le sommet, les assemblées annuelles. Comme je dis tout à l'heure, la croissance, nous sommes à 6,1%. Qui est pour la Guinée et en 2024 et en même temps en ce qui concerne l'inflation, ça va baisser parce que désormais nous travaillons en étroite collaboration avec le FMI et nous assiste même, on travaille avec la direction statistique du FMI qui travaille avec un de mes services, l'Institut national des statistiques, pour faire le basage de notre PIB. Vous savez, on le fait seulement sur le Conakry. Donc on est en train de faire toute l'étendue du territoire qui va vraiment aider pour avoir les vrais chiffres. Nous espérons qu'avant la fin du mois de novembre, nous aurons ces calculs-là en collaboration avec le FMI. Le FMI, d'ailleurs, qui a accordé un financement d'urgence après l'explosion du dépôt de carburant. Exactement, c'est ce que je disais. FMI et la Banque mondiale, c'est des partenaires privilégiés de la Guinée. Mais pendant un temps, la Banque mondiale chiffré à 1 point de PIB le coût de l'explosion du dépôt. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ce que je vous ai dit, vous savez, lorsqu'on a eu le dépôt, on a sous-évalué. Parce que lorsque on a fait appel à la Banque mondiale pour venir nous assister pour l'évaluation. C'est vrai, lorsqu'ils sont venus, ça a eu un impact de moins 1%. Mais dans ce cadre-là, eux-mêmes, ils étaient surpris, leur dernier passage, parce que l'économie a vraiment augmenté par rapport à ce qu'ils pensaient. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ils sont venus, ils sont vraiment satisfaits de ce qui se passe en Guinée. Souvent même, nous, on a été très conservateurs. Nous, on a fait des projections qui étaient un peu plus bas comparativement à la projection du FMI. Donc vous êtes dans un rapport de confiance avec ces institutions, malgré toutes les critiques qui les visent. Certains disent qu'ils ne connaissent pas les réalités africaines, ils évaluent mal les économies africaines. Nous, ce que je vous ai dit tantôt, nous, on a sous-évalué. Nous, on a même été conservateurs. Mais ils sont venus nous ont donné une bonne note. Pour nous, comme l'a dit le président de la République, nous sommes avec tout le monde. On veut venir, nous discutons, on a eu des bonnes réunions avec eux, avec tous nos services, on a ouvert toutes tous les cahiers, on a vraiment discuté, c'était vraiment constructif. Nous, on se réjouit de cela. On est parti, moi-même avec mes homologues du budget, de l'économie et des finances, mais aussi de la Banque centrale, avec tous nos services. On a été très, très bien accueillis au FMI, mais aussi à la Banque mondiale, qui sont vraiment prêts à travailler avec nous. Et d'ailleurs, j'ai eu une session parce que la Banque mondiale veut être partenaire à la Guinée pour l'élaboration du programme Simandou 2040. Donc, ils ont même, leurs économistes que je vais recevoir les jours qui suivent, ils vont se mettre à notre disposition pour vraiment faire une bonne élaboration
élaboration, parce que quand vous faites un programme de développement sans la Banque mondiale, c'est une banque de développement. Il faut que nous travaillions ensemble. Alors justement, votre métier, c'est quand même d'aller chercher du financement pour développer le pays. Dans ce contexte, actuellement, dans quel secteur vous attendez le plus les bailleurs internationaux, au-delà des mines? Oui, c'est l'agriculture. Le premier, l'agriculture, l'énergie, l'eau. Comme je l'ai dit tantôt, j'étais il y a quelques mois à Athènes pour le TXFX, le crédit export. On se réjouit aujourd'hui, la Guinée, que BPI, qui a un crédit export, qui a à peu près plus de 300, 400 et quelques millions de dollars qu'on a mobilisés pour des projets qui ont déjà démarré. Il y a UKEF, qui a à peu près 2 milliards de livres sterling de crédit sur la Guinée, avec les banques comme Deutsche Bank, comme Standard Chartered, comme Santander. C'est des gens qui supportent des projets actuellement. Ça s'est fait les 3 dernières années. Nous avons même, j'étais en Espagne, à Madrid, avec leur crédit export, qui va supporter une entreprise espagnole pour faire les routes. Nous, avec les Allemands, avec même les Polonais, qui ont mis une ligne de crédit de 500 millions de dollars pour la Guinée, pour vraiment financer des projets d'infrastructure. Alors, qui dit agriculture, qui dit énergie, dit transition climatique? Oui, l'environnement, c'est important. On est à quelques jours de la COP 29 de Bakou. Il y a un an, un autre fonds faisait parler de beaucoup de lui pendant cette COP-là, c'était le fonds pertes et dommages. Il sera au centre des discussions à Bakou. Qu'en attendez-vous et comment, selon vous, l'argent doit-il être déboursé? Vous savez, on fait beaucoup d'annonces dans ces institutions. Ça commence par COP à Paris. Donc, il y a eu des milliards qui ont été annoncés. L'Afrique réclame toujours pour vraiment que ces fonds pour vraiment nous aider. Nous espérons que nous serons à Bakou pour vraiment parler avec nos partenaires, pour vraiment les exposer. L'impact, d'ailleurs, l'un des exemples que je vous ai expliqué, le cas de nos barrages qui sont impactés. Et d'ailleurs, le massif de Fouta-Djallon qui se trouve en Guinée. Vous le savez très bien, 10 pays en dépendent. Aujourd'hui, le Sénégal vient d'un fleuve qui prend sa source en Guinée. Le Niger et le Nigeria, du fleuve Niger. Gambie, la même chose. Aujourd'hui, le massif de Fouta-Djallon, c'est ce qui alimente les barrages dont je fais Koukou-Tamba, qui est un projet régional. Il y a Soit-Piti et Kaleta. Si on ne prend pas soin de ces trucs-là, ça va vraiment nous impacter. Parce qu'aujourd'hui, le massif, il y a 10 pays. J'étais enchanté, on a reçu l'Union africaine, mais aussi la CEDEAO, mais aussi les Nations unies qui sont venus. C'était l'un des éléments phares du sommet du futur qui s'est passé aux Nations unies, que j'ai eu l'honneur de présenter le VNR, le rapport volontaire des pays. Mais ce qui est extrêmement important d'ailleurs, si le massif de Fouta-Djallon en Guinée est impacté, 10 pays de la sous-région seront impactés, ils n'auront pas d'eau. S'ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc à Bakou, vos objectifs concrets, c'est quoi? C'est vraiment les faire, de les expliquer, être ambitieux, pour leur dire il faut qu'on transforme le massif de Fouta-Djallon. Toute l'Afrique, nous devons être ambitieux pour faire les verts. Ce que je vous ai dit à l'entame d'ailleurs, le projet Simandou, c'est le seul projet au monde aujourd'hui qui est un projet durable, énergie. Donc, on est vraiment conscient, si on ne prend pas soin de cela, on ne prend pas soin de notre environnement, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ça ne peut pas être abouti. Alors, au-delà de tout ça, Ismaël Nabé, le monde a radicalement changé ces dernières années, a beaucoup changé en tout cas, il bouge encore beaucoup. Les Africains se tournent vers d'autres partenaires que leurs partenaires historiques. Réécoutons le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, c'était l'an dernier à la tribune des Nations Unies. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français.
ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Monsieur le ministre, on entend Mamadi Doumbouya. Ça veut dire qu'on se tourne vers plusieurs partenaires, mais on peut aussi être critique avec tous ces partenaires. Évidemment, le président de la République, comme vous l'avez écouté, est très clair. La Guinée est amie avec tout le monde. La Guinée veut collaborer avec tout le monde dans l'intérêt supérieur et souverain de notre pays. Ça, c'est extrêmement important de le signaler. Ça veut dire que si un pays, la Chine, la Russie, la Turquie, les États-Unis, la France, abusent des intérêts de la Guinée, on peut aussi leur reprocher, quel que soit le partenaire. Quel que soit le partenaire, ça c'est très clair. Ce que je vous disais tantôt, ce discours-là est en lien d'abord avec le projet Simandou. Parce que le président, on pouvait s'asseoir pour dire oui, les Chinois sont eux que non. Il a insisté que tous les partenaires viennent sur la table pour négocier. Ce qui fait extrêmement l'unicité de ce projet-là. Pour dire oui, on veut que les Français soient dans ce projet. Les Anglais, les Australiens, les Américains, tous les Indiens, même je parle dans beaucoup de pays actuellement, je les invite de venir s'intéresser au projet parce que c'est un projet gigantesque. Ce n'est pas seulement les infrastructures portuaires ou ferroviaires ou la mine. Il y a les zones industrielles qui vont être créées. Il y a les nouvelles cités qui vont être créées. Tout ça, là, il y a des entreprises françaises ou d'autres entreprises peuvent y participer. J'ai participé au programme donc on peut travailler aussi bien avec les Chinois, les Russes, les Turcs et les pays occidentaux. Et ça, c'est un exemple. Je vous dis, Simandou est devenu une réalité aujourd'hui. Ça, c'est classique. On peut travailler avec tous ces gens-là en bonne intelligence, dans le respect suprême de la Guinée. C'est ça que le chef de l'État, il veut travailler avec la Guinée. Vous voyez aujourd'hui, la Guinée, dans l'histoire de la Guinée, c'est extrêmement important de le savoir. Lorsque la Guinée a eu l'indépendance, on a eu des relations diplomatiques avec la Chine. Les gens pensaient qu'on allait donner tout. La Guinée aujourd'hui, j'ai dit à nos amis, j'ai dit au Trésor français, je dis, la France a une opportunité unique aujourd'hui parce que nous avons quelque chose en commun, la langue. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait moi-même, je suis vraiment motivé, j'invite les entreprises françaises qui sont aujourd'hui dans le projet Simandou, mais dans d'autres projets d'ailleurs. Donc, pour vous dire, la Guinée, comme l'a dit le président de la République, on n'est ni pro ni contre, on veut travailler avec tout le monde pour le bénéfice de notre pays. Avant de parler de francophonie, parlons de la Russie, qui est privée du fait de la situation géopolitique internationale de certains de ses débouchés traditionnels et qui tente de s'implanter en Afrique. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, était à Conakry en juin dernier, y compris pour y parler d'économie et d'investissement. Des contrats ont été conclus avec la Russie ? Non, le secrétaire, le ministre des Affaires étrangères russe, effectivement, c'est un ami de la Guinée. Mais vous dites, il était en Guinée au même moment que le président, le conseiller personnel du président Macron. C'était le même jour. Le conseiller Afrique du président Macron était au même jour que le ministre des Affaires étrangères était venu. Il ne faut pas oublier aussi, la première compagnie minière en Guinée s'appelle CBG. Il y a CBK aussi. Depuis les indépendances, les Russes sont en Guinée. Depuis les indépendances, les Français sont en Guinée, les Américains sont en Guinée. En ce qui nous concerne, ça reflète la beauté. Je me rappelle très bien. Mais est-ce qu'il y a une accélération des relations économiques avec la Russie ? Avec tout le monde, que ce soit avec la Russie, avec la France. D'ailleurs, la relation commerciale, je l'ai dit tantôt, de la France, les 3 dernières années, on ne l'a pas eu les 15 dernières années passées. Mais parfois, un seul partenaire peut attiser les réticences des autres partenaires. Comment vous faites, par exemple, pour mettre autour de la table, aujourd'hui, dans le contexte actuel, des Russes avec des Français, avec des Américains ? Est-ce qu'il y a des projets comme ça ? Oui, mais évidemment, il y a des projets comme ça. Comme il y a les Américains, il y a les Turcs. J'ai parlé du cas de Simandou. L'objectif principal, nous savons. Le chef de l'État, le président de la République l'a si bien dit. Il a une vision. Il sait où il veut envoyer la Guinée et comment l'envoyer. Dans ce cadre-là, on est vraiment clair. Nous, on est sincère. Quand on a un projet aujourd'hui, je vous donne un exemple. Lorsque j'étais à la primature, il y avait un projet de ligne de transmission. Il y a 2 entreprises françaises qui sont venues me voir. J'ai dit que le montant est grand, divisons pour que les 2 entreprises peuvent essayer d'avoir le même contrat.
Mais ils ne sont pas attendus. Il y a une entreprise égyptienne qui est venue, qui veut prendre ce projet-là. Avec les Russes, c'est quand même plus compliqué en ce moment. Non, mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, on ramène dans le discours du chef de l'État. On n'est ni pro, ni oui, mais parfois, c'est pas de votre volonté. Par exemple, des entreprises françaises pourraient vouloir refuser de travailler avec des entreprises russes. Non, mais écoutez, c'est leur choix. C'est leur choix, ça c'est l'économie. Est-ce que du coup le partenaire russe peut vous mettre des bâtons dans les roues pour certains projets, par exemple? Non, mais nous on est vraiment clair. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, on pouvait faire Simandou avec les Chinois, on ne l'a pas fait. On a fait un choix. On dit il faut que les Français soient là. Il faut que les Américains soient là. On est souverain. On sait que les Français sont nos amis. Les Russes sont nos amis. Les Américains sont des amis. On dit même chacun a une portion. C'est ça les satures de la Guinée. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que tous nos amis, on peut avoir des discours, mais ce qui est important, on fait des décisions souveraines pour l'intérêt supérieur de la Guinée. L'une des dernières nouvelles pour la Guinée, on a parlé de la francophonie, c'est sa réintégration dans l'Organisation internationale de la francophonie. C'était à l'occasion du dernier sommet en France. Est-ce que ça veut dire que toutes les discussions, toutes les brouilles, diront certains, sont oubliées? Et qu'est-ce que ça vous apporte concrètement d'être dans la francophonie? C'est d'abord le lieu de remercier tous nos partenaires de la francophonie. Donc pas que la France, bien sûr. Pas du tout. C'est quand on parle de francophonie, il y a plusieurs pays, que ce soit en Asie, la Guinée, c'est l'un des pères fondateurs. Pas faire, mais on était les premiers à être dans cette organisation. C'est d'abord le remercier. Vous savez, pour que la Guinée réintègre cela, il y a une évaluation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'indices, beaucoup de facteurs qui ont été vus, qui ont vu que la Guinée a très bien fait dans ces facteurs-là, ce qui a ramené la Guinée sur les questions de gouvernance. Exactement. Et d'ailleurs, la francophonie nous assiste énormément par rapport aux fichiers. Il y a même une délégation qui était en Guinée il y a 10 jours par rapport à l'état civil. Donc la francophonie, l'intégration, la réintégration de la Guinée, la francophonie, c'est d'abord remercier tous nos partenaires dans le monde. Et aussi, c'est extrêmement important pour la Guinée. J'y étais là, j'ai eu la chance d'être là au niveau du sommet de la francophonie. Il y avait un engouement. Les pays africains, même les pays non africains, asiatiques, qui ont une histoire privilégiée, que ça, Vietnam, le Cambodge, Laos, c'est des grands amis. Les grands amis de la Guinée, au temps du président Sékou Touré. Donc, c'est des grands amis. Donc, pour nous, le fait de réintégrer, ça va donner une ouverture. En tant que ministre de la coopération internationale, c'est donne aujourd'hui, de là-bas, moi, je suis allé en Espagne. Je suis allé rencontrer nos amis espagnols, mon homologue espagnol, pour leur expliquer aujourd'hui, ça montre à suffisance que ce que la Guinée est en train de faire, c'est une bonne chose. Et donc, les autres pays francophones d'Afrique? Oui, vous disiez, Monsieur le Président Doumbouya disait pro-africain. Ce discours, il rappelle un petit peu le projet et le discours de son homologue Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Comment vous envisagez les relations avec cette nouvelle administration à Dakar? C'est une relation d'amitié, de fraternité et de stratégique. Vous savez, c'est un pays qui fait frontière à la Guinée. On a même, quelques jours, on a fait la pause après d'une route qui va lier la Moyenne Guinée au Sénégal, parce que l'agriculture, c'est extrêmement important. Le commerce, c'est donc nos relations, c'est vraiment stratégique, d'amitié, de voisinage. Que nous faisons avec le Sénégal. C'est un pays frère, c'est un pays ami. Donc, ce que nous faisons de telle sorte qu'on collabore pour vraiment aider nos populations. Vous savez, il y a les gens qui sont au Sénégal qui viennent dormir, c'est la même population. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Le chef de l'État, le président de la République et le président de la République sénégalaise étaient même venus en Guinée. Donc, on collabore en bonne intelligence pour le bénéfice de nos populations. Il y a d'autres pays de la région qui, eux, souhaitent quitter la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. D'un point de vue commercial, puisque vous en parlez, est-ce que c'est un risque? Est-ce que ça risque d'entraver vos échanges et d'handicaper l'économie guinéenne? Non, vous savez, nous, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit le Mali... Il y a moins d'échanges quand même. Que ce soit le Mali, c'est un pays, vous savez, n'oubliez pas qu'à un moment de notre histoire, on disait que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. C'est vrai que nous collaborons en matière de sécurité, en matière de commerce, c'est des frontières, on est liés. Je vous ramène toujours au discours du président de la République. Ce qui est important, c'est de vraiment travailler avec tous ces pays-là en bonne intelligence. Mais s'ils quittaient la CEDEAO? Et si
si, vous avez dit, s'il quitte la CEDEAO, je n'ai pas cette réponse-là, mon cher Bruno. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi aujourd'hui, ce qui nous intéresse la Guinée, c'est de collaborer avec tous nos pays qui sont des frères. Vous trouvez un camarade, s'il est au Sénégal, le même camarade en Guinée, le même camarade en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, c'est la même chose, c'est les mêmes familles. Donc, ce qui est important aujourd'hui, le modus operandi du chef de l'État, c'est vraiment collaborer avec tous nos pays en bonne intelligence et pour le bénéfice de nos populations, parce que l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de servir les peuples de nos pays. Et ce choix de quitter la CEDEAO de la part de la nouvelle alliance des États du Sahel, vous en pensez quoi ? Je n'ai aucun commentaire là-dessus, sur ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment aller de l'avant et pour le bénéfice de notre pays, de nos peuples, travailler en bonne intelligence une fois encore et pour vraiment que les populations, nos populations guinéennes, nos populations de l'Afrique de l'Ouest, nos populations de l'Afrique, la population du monde. Et c'est ça l'objectif, c'est de se battre pour que ces populations-là ont de l'eau, ont de l'électricité, ont l'énergie, ont l'éducation, la santé. C'est ça l'objectif, c'est de travailler en bonne intelligence pour que les retombées de nos ressources et les retombées de tout ce que peuvent bénéficier ces pays-là. Prenez l'exemple de l'Asie du Sud-Est, prenez l'exemple du Golfe. Aujourd'hui, vous partez à Dubaï, ils ont utilisé le pétrole pour transformer leur économie, leur pays. Nous, notre objectif en Guinée aujourd'hui, c'est de se battre, utiliser ces mines-là pour catalyser le développement, comme l'a dit le président de la République, mais aussi transformer notre pays pour être des pays émergents dans la dignité, mais aussi dans la durabilité. À l'échelle africaine, il y a ce projet de zone de libre-échange, la ZLECAf, avec des réalités du terrain qui se confrontent parfois quand même aux projets politiques et aux envies de gouvernement, certainement comme vous. Vous êtes, j'imagine, favorable à davantage de commerce et de libre-échange. C'est clair. Oui, vous avez parfaitement raison. Nous, on a validé, on a ratifié. C'est excellent. C'est un challenge, c'est une opportunité. Donc, pour nous prenons comme une opportunité. Mais la réalité... De travailler très dur par rapport aux infrastructures. Vous avez très raison. Parce qu'il faut les infrastructures, il faut les industries. Si vous n'avez pas des industries, les gens qui ont des industries vont vendre chez vous. Donc, on est en train vraiment de travailler pour la mise en place des zones franches, mais aussi les parcs industriels en Guinée, pour que nous puissions vraiment bénéficier du ZLECAf. Donc, c'est une opportunité pour nous. Les challenges, on le connaît. On est en train vraiment de les adresser au fur et à mesure pour que nous puissions vraiment bénéficier grandement des opportunités qu'offre cette grande révolution au niveau de l'Afrique. Parce que libre-échange en Afrique, c'est extrêmement important. Mais il faut vraiment qu'on y travaille là-dessus, avec en bonne intelligence, on l'appelle la co-construction. Il faut qu'on se mette en co-construction avec nos amis pour vraiment qu'on bénéficie de ces éléments-là. Ismaïl Nabé, on arrive au terme de cette émission. On vous a demandé un choix musical que vous allez pouvoir commenter dans quelques instants. Il s'agit de Mori Kanté, emblème culturel de la Guinée, le griot électrique, comme on l'appelait, né d'une mère malienne, décédé en 2020 à Conakry. On va ensemble écouter quelques secondes du célébrissime Yeke Yeke. C'était à Central Park, à New York, en 1990. Yeke Yeke, Mori Kanté à New York en 1990. Ismaïl Nabé, l'image d'une Guinée qui s'exporte ailleurs dans le monde. Oui, effectivement, c'est cette musique, c'est qui a lancé Mori Kanté et qui a aussi lancé la Guinée. En ayant un Guinéen, c'est une musique emblématique qui a vraiment reconnu quand vous parlez Yeke Yeke, c'est Mori Kanté. La première question, il vient d'où? La Guinée. Donc, ça a mis la Guinée sur l'échiquier international, mais aussi la culture. C'est un monsieur que son âme repose en paix, qui a vraiment œuvré pour la culture en Guinée. Et ses enfants sont sur ce chemin-là aujourd'hui. Et vous le savez, tantôt, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans l'ossature de Mori Kanté. Ce n'est pas seulement un Guinéen, c'était un Africain. C'était un Africain, c'était un citoyen du monde qui s'est battu pour la culture guinéenne, mais la culture africaine. Cette musique-là,
qui est une musique extrêmement importante, qui nous touche tous, parce que lorsque j'étais à Kuala Lumpur, je pars manger dans un restaurant Nando's, je ne sais pas si vous avez ça ici, ça c'est d'origine sud-africaine. Quand vous rentrez dans ça, c'est la musique là qu'on joue, yeke yeke. Donc je demandais souvent aux Asiatiques, vous savez où cette musique, ils ne savent pas. Je dis, mais ça vient de la Guinée. Alors, Donc, justement, l'Afrique du Sud a ce restaurant comme outil de soft power. Quels pourraient être les outils de soft power à l'étranger de la Guinée? La Guinée d'aujourd'hui. La Guinée d'aujourd'hui, c'est la culture. Vous savez, nous avons le brandy national. C'est pas seulement qu'on a dit la vision 2040, le deuxième de priorité, le deuxième prier, c'est l'éducation et la culture. La Guinée, on a parlé des grands athlètes, on a parlé de la culture Bembazaz nationale qui ont fait des exploits, les Morikanté qui ont fait des exploits. Nous devons désormais, quand on parle de la Guinée, qu'on se souvienne de cette Guinée culturelle, une Guinée de co-construction. Cette Guinée qui, d'ailleurs, veut utiliser désormais ses mines pour faire un essor économique, agricole, pour vraiment transformer l'agriculture. Une Guinée qui veut être aujourd'hui le leader en Afrique à travers ses talents, le capital humain. C'est extrêmement important. Des jeunes Guinéens qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui, qui peuvent dire oui, je peux venir en Guinée, on peut transformer ce pays-là. Quand les gens me posent la question souvent, pourquoi la Guinée? Je demande pourquoi pas la Guinée? Ça, c'est toujours ma réponse. Pourquoi pas la Guinée? Et la Guinée sportive, avec le Sili national qui est en train de remonter la pente. Exactement, mais aussi la femme. Vous savez, aujourd'hui, comme disait quelqu'un il y a quelques jours, que quand on parle aussi de la femme, c'est comme vous avez un hélicoptère qui a 2 engines, 2 moteurs. Et s'il y a un seul moteur, est-ce que l'avion ne peut pas voler? Donc, 2 moteurs, c'est les hommes et les femmes. Et cette année, le chef de l'État, notre indépendance était basée sur la guinéenne. Ce que les femmes guinéennes ont fait pour le développement de notre pays. C'est extrêmement important de le signaler parce que la femme guinéenne, c'est une femme qui se bat. C'est une femme qui a vraiment, que ce soit l'indépendance, mais la culture aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que nous pensons. Le mot Guinée même, ça veut dire la femme dans nos dialectes. Quand vous parlez de la Guinée, en Soussou, ça veut dire la femme. Donc, nous, la Guinée, on doit se souvenir de la Guinée pour la Guinéenne, mais aussi que ce soit les femmes, que ce soit la culture, que ce soit la musique, on doit se souvenir de la Guinée. C'est une Guinée qui est prête à se refonder, une Guinée prête à se refonder, une Guinée qui veut être une superpuissance, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Un grand merci, Ismaël Nabé, inarrêtable sur son pays, d'être passé dans les studios de RFI entre 2 avions. Merci à vous également, Quentin Voluet. Merci. Votre article à lire dans jeuneafrique.com, les meilleurs extraits de cet entretien qui est aussi à découvrir en vidéo sur notre chaîne YouTube.